Quels sont les indicateurs et les conséquences des changements climatiques? Restez avec moi, on va regarder ça ensemble. Lorsque nous parlons de changement climatique, la première chose à se dire, c'est OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ici, ça veut dire que présentement, en 2020, nous remarquons qu'il y a ce qu'on appelle un réchauffement planétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous prenons notre planète Terre, et qu'on a des stations météorologiques tout autour de celle-ci, nous regardons la température moyenne à chacune de ces stations pendant une année et on en fait une moyenne. Et à ce moment-là, on les compare les unes avec les autres. Et ce qu'on a remarqué, c'est que, avec le temps, on a remarqué qu'il y a une augmentation de fraction de degrés à chaque année. Ça veut dire que si il y a des moments sur la planète où il fait très froid à un endroit et d'autres endroits où il fait très chaud. Mais lorsqu'on prend les moyennes de toutes les températures de l'ensemble de la planète, on remarque qu'il y a un réchauffement. Il y a un réchauffement qui monte tranquillement. Et il y a certains regroupements qui en discutent. Un des premiers était le protocole de Kyoto. Alors, dans les années 80-90, il y a eu un regroupement de gouvernements à Tokyo et on a dit, OK, il y a un réchauffement climatique, il faut faire attention et il faut minimiser la création des gaz à effet de serre pour éviter les réchauffements planétaires. Maintenant, dans certaines vidéos à venir, je vais mentionner un peu l'historique de ces regroupements, mais ici, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une température moyenne planétaire qui a tendance à se réchauffer. Quelles sont les observations que nous pouvons faire pour se dire, OK, il y a, oui, une température qui augmente, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects à considérer? Maintenant, ici, ce que je regarde, ce sont les banquises. Donc, au pôle Nord et au pôle Sud, il y a ces banquises, ces glaces, ces calottes glaciaires, et on remarque avec les années que celles-ci rétrécissent. Donc, on a des endroits qui sont supposés être les plus froids de la planète, mais la glace devient de plus en plus petite, point de vue superficie, et de plus en plus mince. Ça peut nous indiquer si oui ou non il y a des réchauffements climatiques. Et jusqu'à maintenant, cela montre que oui, il y a des réchauffements et souvent on utilise des images avec ours polaires sur des banquises où il y a beaucoup d'eau. La question c'est, oui, on remarque qu'il y a des indicateurs ici qui montrent des changements climatiques. Donc un troisième indicateur qui est conséquence des réchauffements climatiques, c'est la montée des océans. Alors ici, on parle des niveaux des océans. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que le niveau monte de deux façons différentes. Le premier, c'est la fonte des glaciers terrestres. Donc par exemple, lorsqu'il y a eu des évaporations, donc l'eau est partie des océans et qu'il y a eu précipitation au pôle Nord et au pôle Sud, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a de l'eau qui a été retirée des océans et a été précipitée sur la Terre ou sur un continent. Donc, par exemple, sur Groenland ou en Antarctique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque cette glace fond, on se retrouve avec de l'eau qui était sur Terre qui retourne aux océans. Et donc ça ajoute de l'eau au volume d'eau océanique et donc on a un niveau qui augmente. Une autre façon, c'est la dilatation thermique. Donc lorsqu'on a un volume d'eau, un liquide, et qu'on augmente les températures, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les molécules d'eau vont commencer à bouger plus rapidement. Puisqu'il y a une augmentation de l'activité des molécules, il y a une expansion. Et donc, le volume d'eau océanique va avoir une expansion. Et puisqu'il y a le fond océanique et des continents de chaque côté, le niveau de l'eau va augmenter. Donc ça, ce sont des exemples. Vous allez dire, oui, mais comment est-ce qu'on peut savoir que ceci existe? Il y a sur la planète Terre des endroits où on peut remarquer cela. Je vais faire un petit dessin pour vous. Donc, comment est-ce qu'on a su, alors ici, comment est-ce qu'on a su qu'il y a eu le niveau des eaux qui a augmenté? Ce qui est intéressant, c'est que si on a, par exemple, une île dans le sud et qu'on a du soleil, on sait qu'il y a ici des récifs
ou des écosystèmes aquatiques. Donc ici, des récifs. On sait qu'un récif a besoin d'une certaine quantité de lumière. Lorsque la lumière arrive sur l'eau, il peut voyager à une certaine profondeur. Maintenant, à certains endroits, on a remarqué qu'il y a des récifs qui existent en profondeur, mais ceux-ci sont morts. Et on se dit, ce qui est intéressant, c'est que les récifs qui sont ici ont dû avoir été créés suite à la croissance de plantes dans un écosystème aquatique, mais la seule façon d'avoir cela, c'est si on avait le soleil. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment dans le passé où le niveau d'eau était beaucoup plus bas, de façon à ce qu'il y ait le soleil qui allait faire un tour et pouvoir donner de l'énergie solaire à ces organismes. Donc ça, c'est une preuve que l'on peut voir visuellement et on peut remarquer cela. Alors n'oubliez pas que lorsqu'on regarde ici les indicateurs et les conséquences, c'est important de se dire, OK, est-ce qu'on peut faire des observations scientifiques pour prouver le point que l'on veut faire? Donc, la montée des océans ou la montée des niveaux des océans c'est un indicateur intéressant pour cela. Et si on regarde les cartes, et je vais voir si je vais mettre ici une carte du monde ou sur tout l'ensemble de l'image. Lorsqu'on regarde l'ensemble de la population mondiale, la plupart des humains vivent près des océans. Que ce soit si on regarde en Amérique du Nord, la côte ouest, la côte est, si on prend par exemple en Inde, Bangladesh, on a aussi en Indonésie, en Asie, on a aussi en Afrique, il y a plein de villes qui sont très très grandes près des océans. Ça veut dire que s'il y a un niveau de l'eau, cela peut avoir des conséquences sur le style de vie de ces humains. Donc ça, c'est à considérer. Okay. Alors, autre point à considérer lorsqu'on parle d'indicateurs ou conséquences, c'est que s'il y a des changements de température, qu'est-ce qui arrive? C'est que les grands vents peuvent changer. Les grands vents changeants ne changent pas les climats, sauf que si les climats ou les températures, précipitations changent pour quelques années, les climats semblent vouloir changer parce que les climats est une moyenne de 25 à 30 ans, sauf que si pendant plusieurs années, il y a des changements notables, ça veut dire qu'il y a les moyennes sur 25 ou 30 ans commencent à changer. Et ça, c'est important à considérer parce que il y a des endroits sur la planète où il semble y avoir plus de sécheresse que d'autres. Donc, il y a des déserts qui deviennent de plus en plus grands, il y a des feux de forêt qui sont de plus en plus importants. Donc, aux États-Unis, en Australie, il y a eu beaucoup de changements dernièrement. Il y a d'autres endroits où on peut avoir des inondations. Donc, par exemple, si on regarde en Asie du Sud, au Pakistan, il y a quelques années, il y a une augmentation de la quantité de pluie qui tombe, et ça cause des problèmes. Un autre exemple, c'est à l'ouest de l'Afrique, depuis 2 ans, il y a eu de très grands moussons. Et cela crée des inondations très importantes. Et ça ici sont souvent causés par les vents, mais aussi du fait que la température à la surface des océans change un petit peu. Donc ici, température de... Ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans les semaines à venir. Lorsqu'il y a des vents qui changent, les vents peuvent pousser un peu l'eau. C'est pour ça que lorsqu'il y a beaucoup de vent, il y a des grandes vagues. Lorsqu'il y a peu de vent, il y a peu de vagues. Mais lorsque les vents sont continuellement forts ou continuellement affaiblis, ça peut changer la température de surface de l'eau, des océans, et donc affecter des conditions atmosphériques à plus grand territoire. Un exemple de cela, c'est que là, on est en 2020, depuis 2 ans, il y a eu beaucoup de grandes moussons
et de précipitations dans l'ouest de l'Afrique. Et depuis, je pense que c'est le mois de janvier cette année, un peu l'année passée, il y a ce qu'on appelle une infestation de locustes. Des locustes, c'est un peu comme des sauterelles. Et si vous allez voir sur Internet, vous allez pouvoir voir que dans l'ouest de l'Afrique, c'est une infestation d'insectes. Et ça cause un problème parce que ces insectes mangent des plantes et mangent tout ce qui s'appelle, voyons voir, ce qui est poussé par les fermiers. Donc, les productions agricoles sont affectées. Si les productions agricoles sont affectées, la nourriture pour les humains sont aussi affectées. Donc, c'est intéressant, mais c'est triste pour plusieurs personnes. Maintenant, point de vue insectes, s'il y a des changements dans les climats, qu'est-ce qui arrive? C'est que les migrations des insectes peuvent aussi s'avancer. Donc, il y a certains endroits, certains moustiques qui peuvent transporter les maladies, mais que s'il fait de plus en plus chaud, ils peuvent avoir une certaine migration. Donc, depuis quelques années, au Canada, on se retrouve l'été avec des maladies qu'on n'avait pas avant, qui sont transmises par les insectes. Et la raison pour cela, c'est qu'il y a des insectes maintenant ici au Canada, au sud du Canada, qui n'étaient pas ici il y a 20, 30 ou 50 ans, parce qu'il y a un réchauffement tranquillement des environnements, ce qui est plus propice à certains insectes. Un autre exemple, c'est les plantes. S'il y a un réchauffement des climats, il y a de nouvelles plantes qui peuvent venir, ou il peut y avoir une plus grande quantité de plantes qui poussent. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça peut changer la quantité de pollen dans l'atmosphère. Ça peut aussi changer le type de pollen dans l'atmosphère. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont des allergies qui n'avaient pas avant, ou des allergies saisonnières qui sont plus fortes que d'habitude. Et ça peut être un problème. S'il y a des personnes qui souffrent d'asthme, ça peut être un problème aussi parce que la qualité de l'air change. Et bien sûr, c'est une question de santé. Alors, s'il y a des nouvelles plantes, il y a de nouveaux insectes, il y a de nouvelles maladies, alors qu'est-ce qui arrive? C'est la santé des animaux, mais la santé humaine qui est à risque. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut penser. J'ai écouté dans les nouvelles la semaine passée que nous avons le coronavirus maintenant. Est-ce que le coronavirus est à cause des changements climatiques? Le débat que j'ai vu n'avait pas la réponse à cela, parce qu'il y a plusieurs personnes qui essaient de blâmer le fait qu'il y a des nouvelles maladies sur toutes sortes de raisons. Mais il faut considérer qu'il peut y avoir des migrations de maladies dues au changement climatique. C'est à considérer. Alors ici, dernier point en ce qui concerne les indicateurs et conséquences, c'est le fait que lorsqu'on a des changements dans les vents, des changements d'intensité des tempêtes. Donc, si on a des tempêtes de pluie, des tempêtes de sable ou des tempêtes de neige, les intensités sont très, très grandes. Par exemple, dans l'ouest, la semaine passée, il y a eu une tempête de neige dans les maritimes. On est un peu tard dans le printemps. Est-ce qu'il y a un petit peu de neige ou il y a beaucoup de neige? Ça, c'est une bonne question. En ce qui concerne les forêts, s'il y a une augmentation des températures, ça veut dire qu'il peut y avoir un assèchement des forêts. S'il y a un assèchement des arbres et du sol, il peut arriver qu'il y ait plus de feux de forêt. Alors, s'il y a plus de feux de forêt, ceci peut causer des problèmes. Au Canada, il y a quelques années, il y a une ville qui c'est Fort McMurray en Alberta, des grands feux de forêt. Et la raison pourquoi que les feux ont été si grands, c'est qu'il y avait, pendant l'hiver, il y avait eu moins de précipitations et donc les forêts étaient secs et donc le feu a pu se propager plus rapidement. Un autre exemple, s'il fait plus chaud, les milieux humides, les marécages peuvent commencer à sécher, à se rapetisser. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces milieux humides sont des endroits avec une biodiversité immense qui permet à participer à avoir une chaîne alimentaire ou des chaînes alimentaires ou des réseaux alimentaires qui sont en santé. Et donc, si les milieux humides, les forêts, l'agriculture est affectée, toutes les chaînes alimentaires, les réseaux alimentaires et nous comme humains qui sommes dans le haut de ces réseaux alimentaires peuvent être
peut être affecté. Alors ça, ce sont des exemples d'indicateurs et de conséquences de ces changements climatiques. Sur ce, allez faire un tour. Je vais mettre ici une vidéo sur un autre sujet relié aux sciences et on se voit dans cette vidéo.